Notre Pecha aborde l'histoire du commerce triangulaire et l'importance de Nantes et de son port dans la traite négrière. Nous verrons ensuite comment le commerce triangulaire a influencé la culture de l'époque et plus particulièrement le milieu culinaire avec les recettes traditionnelles nantaises ainsi que leur évolution. Puis nous aborderons l'histoire de l'entreprise Lu et son évolution sur plus de 170 ans. Le commerce triangulaire définit les échanges basés sur l'esclavage entre le XVe et le XIXe siècle. Les navires européens échangeaient en Afrique des produits contre des esclaves qui étaient ensuite acheminés en Amérique où ils étaient vendus contre de l'or. Les échanges se faisaient soit à terre, soit sur un bateau. Les modalités d'échange entre négriers africains et négriers européens avaient peu varié au cours des siècles. La marchandise européenne était étalée au regard des courtiers et des intermédiaires africains. Ensuite, les négriers européens payaient les coutumes, c'est-à-dire des taxes d'ancrage et de commerce. Puis, les deux parties se mettaient d'accord sur la valeur de base d'un captif. Ce marchandage était durement négocié. La traversée durait généralement entre 1 et 3 mois avec des conditions désastreuses. Les esclaves étaient attachés deux par deux, ils couchaient nus sur les planches. La mortalité des esclaves à bord était d'environ d'1 sur 6. Une fois arrivés sur les côtes américaines, ils étaient nettoyés et mis en valeur avant d'être vendus aux enchères. Après la vente, les esclaves faisaient l'objet d'une sorte de dressage pour s'habituer aux conditions particulières du pays. Les esclaves étaient envoyés principalement dans les plantations de canne à sucre où la rentabilité était la meilleure. Les négriers rentraient ensuite en Europe avec de la canne à sucre ainsi que de l'or ou la somme de monnaie correspondant à la vente des esclaves, mais aussi avec eux les produits dits de haute valeur, coton, canne à sucre, tabac, etc. Malgré les ressources apportées par le commerce triangulaire, les conditions de voyage étaient mauvaises et de nombreuses maladies pouvaient se développer à bord chez les esclaves comme chez les marins. On retrouve parmi elles le scorbut et de nombreuses carences. Pour les négriers nantais, la moyenne de décès était autour de 18%, mais le taux de mortalité pouvait monter jusqu'à 80%, voire davantage. Le commerce maritime, la traite négrière et les grandes expéditions à travers le monde connaissent leur essor à partir de la fin du XVIIe siècle et constituent une part essentielle de l'économie. Le commerce maritime a donc indirectement un impact majeur sur la culture de l'époque. L'envie de découvrir le monde se ressent chez de nombreux auteurs et artistes comme par exemple chez Jules Verne. Jules Verne est né en 1828 à Nantes. C'était un romancier considéré comme le père français de la science-fiction. Il a écrit un recueil de 54 livres, Les Voyages extraordinaires. Après sa mort en 1905, il était parfois considéré comme un romancier pour enfants ou un écrivain scientifique. Mais il était plus que ça. Il avait le génie de rendre vraisemblable ce qui ne l'était pas. Jules Verne tire en grande partie son inspiration du contexte de commerce international croissant à Nantes et des technologies en plein développement au cours du XVIIe et du XIXe siècle. Jules Verne portait un grand intérêt aux voyages et aux colonies françaises, comme peut en témoigner la parution du dictionnaire Géographie illustrée de la France et de ses colonies. À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, Nantes connaît un important essor économique grâce à la traite négrière, base de la fortune des armateurs locaux, et devient le principal port négrier français. Il ne faut cependant pas oublier que le commerce triangulaire ne représente qu'une fraction du commerce maritime en général. L'importation massive de denrées alimentaires venues d'Amérique et des Antilles a donc eu un impact conséquent sur le milieu culinaire en France, que ce soit au niveau des boissons ou des plats avec le café, le rhum, la canne à sucre, le cacao, la vanille, les épices en tout genre, mais également l'importation de tabac sur le continent européen. De nombreuses recettes de cuisine se sont développées avec le commerce triangulaire, comme la cuisine créole prenant ses aspirations de nombreuses cultures. On peut citer le punch, les acras. Le café et le tabac vont également devenir populaires au sein de la haute société, puis vont se généraliser. L'utilisation plus globale de la canne à sucre et de rhum vont donner naissance au gâteau nantais. Le gâteau nantais aurait été créé en 1820 par maître Foissier nantais, installé dans la rue du maréchal Joffre. La fouasse était une pâtisserie sucrée semblable à la base du gâteau nantais. Le gâteau nantais rajoute donc un glaçage blanc au rhum sur une base similaire à la fouasse. Il était considéré comme un dessert haut de gamme à l'époque, souvent servi par les maîtresses de maison à leurs invités. Voici donc la recette du gâteau nantais. Fouettez énergiquement 125 g de beurre demi-sel mou avec 150 g de sucre. Ajoutez les 100 g d'amandes, puis incorporez les 3 œufs un par un. Ajoutez 40 g de farine tamisée et 2 centilitres de rhum. Versez la préparation dans un moule beurré et mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Mélangez 2 centilitres de rhum avec 50 g de sucre glace et nappez avec ce glaçage. Le gâteau nantais finira par tomber dans l'oubli, mais l'entreprise nantaise Lu, qui a une place essentielle dans la cuisine nantaise, le fera redevenir populaire en produisant des gâteaux nantais de 1910 à 1972. Aujourd'hui, le gâteau nantais est souvent préparé de manière traditionnelle, mais certains cuisiniers y ajoutent des ingrédients supplémentaires comme du citron ou du chocolat pour varier les plaisirs.
Lu est une biscuiterie nantaise créée en 1846 par Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Utile. En 1882, Louis Lefebvre-Utile rachète la société de ses parents et décide de créer 2 usines, dont les tours de Lu, dont une détruite durant la Seconde Guerre mondiale, afin d'industrialiser la production. En 1886, il crée le Petit Beurre, qui devient le produit de référence de l'entreprise. Dans les années 50, Lu innove avec la disparition des boîtes en fer au profit d'emballages plus modernes faisant apparaître la photo de ses biscuits et se lance dans les biscuits salés avec Tuc. La marque affirme son dynamisme avec la diffusion d'indémodables biscuits pour les enfants, avec les délicieux Barquettes et les fameux Pépito et Prince, et pour les adolescents avec Granola ou encore les adultes avec les Pims. Puis, en 2011, la marque adopte un nouveau logo ainsi qu'une nouvelle signature. Ouvrons le champ des possibles. Et en 2019, l'amour, ça se cultive. En 2012, Lu est considéré comme la marque préférée des Français. Aujourd'hui, Lu compte une quarantaine de marques comme Prince, Hello, Petits Écoliers, Mikado, Granola, Granny, etc. et pèse quelques 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. À partir de 1968, l'entreprise adopte une politique d'alliance pour continuer à se développer à l'international. Ce groupe d'entreprises a plusieurs fois été racheté par General Biscuit puis par Danone. En 2007, le groupe américain Kraft Foods rachète Lu par Danone. Depuis 2012, à la suite d'une séparation du groupe Kraft Foods, la marque Lu appartient à la multinationale Mondelez International. Nantes a donc eu une influence majeure au cours de l'histoire sur des aspects commerciaux avec la traite négrière, mais également sur une influence culinaire majeure avec le développement exponentiel de l'entreprise Lu depuis 170 ans, qui se place en position de deuxième plus grosse marque de grande consommation française avec son portefeuille de plus de 40 marques.